J'ai le plaisir d'animer cette rencontre aujourd'hui aux Utopiales. Nous sommes accueillis lors de ce festival pour une rencontre avec Loïc Guillon, ici présent, auteur de bande dessinée qui a été accueilli en résidence à la Maison Fumetti au printemps dernier, durant 3 mois, et qui, lors de ces 3 mois, a animé un atelier très particulier puisqu'il y a tout le temps de l'action culturelle pour les gens qui sont reçus lors des résidences Fumetti. Et là, cet atelier était un atelier en centre de détention, où tu as travaillé avec combien de détenus? Il y en avait 8 majoritairement, enfin la majeure partie du temps. Il y en avait quelques-uns de plus, mais qui ne sont pas restés tout du long. Mais du Ouais. coup, on est resté sur 8 à la fin pour la production du fanzine. Très bien. Donc, au cours de la rencontre, nous parlerons de cette expérience très particulière et nous serons rejoints par Blandine Pro, ici présente, qui a participé à la coordination de cet atelier au printemps. Bonjour Loïc, donc. Bonjour Loïc. Donc, on se connaît bien puisque Loïc était en résidence à l'atelier de la Maison Fumetti, à l'atelier Manu Manu, et je suis un des 5 résidents actuels de l'atelier Manu Manu, ce qui a fait que j'ai pu observer au quotidien le travail de Loïc, le voir avancer et évoluer au plus près. C'est vraiment un plaisir pour moi d'animer cette rencontre aujourd'hui et de partager mon intérêt pour le travail de ce jeune homme talentueux. Merci. Pour situer ton parcours, Loïc, donc voilà, c'était une photo volée dans l'atelier de la Maison Fumetti, où tu étais installé durant ces 3 mois. Est-ce que tu peux nous resituer ton parcours? Tu as fait l'école Émile Cole à Lyon, il me semble. Ouais. Ouais, j'ai fait l'école Émile Cole à Lyon un an après le bac. Et je suis sorti en 2008, je crois. Je sais même plus. Ouais. Et voilà, ensuite, j'ai fait... Juste par rapport à Émile Cole, quelles étaient tes velléités? Tu voulais aller vers la bande dessinée, vers l'animation, vers l'illustration? J'étais bande dessinée animation. Et en fait, j'étais surtout intéressé par l'animation à la base, à l'époque. Mhm. Mais j'avais un besoin trop grand de contrôle, je pense, que j'avais peur de perdre avec l'animation. Avec le fait de devoir bosser en studio, en équipe, tout ça, qu'il faille un peu gravir les échelons pour pouvoir faire ce qu'on voulait. Et il y avait aussi le fait que la 3D commençait à apparaître et qu'on était obligé de faire de la 3D. Et j'avais un gros rejet de la 3D en mode un peu réac à l'époque, Mhm. sur lequel j'ai un peu évolué quand même. Mais du coup, j'avais vraiment pas envie d'en faire et voilà. Et puis, je suis allé vers la BD finalement dans les études et j'ai pas trop retouché à l'animation du coup depuis, à mon grand regret. J'essaie d'en faire un petit peu, mais enfin, du coup, j'y ai retravaillé, mais en tant que décorateur, pas en tant qu'animateur. Ok, Et voilà. En très gros. bien. Il est probable que tu aies besoin d'un petit peu d'évasion, Loïc, n'est-ce pas? En effet. Nous allons beaucoup parler d'évasion parce que le terme est pleinement assumé, je crois, dans le fanzine qui a été réalisé lors de l'atelier que tu as dirigé, pardon, encadré en maison de détention à Nantes. Et cette évasion, enfin, elle passe par différents aspects dans ton travail, à la fois dans des aspects narratifs, dans des aspects thématiques, dans des aspects techniques, graphiques également. Et déjà petit, donc on demande traditionnellement lors des rencontres animées par ou en coordination avec Maison Fumetti. Déjà petit, tu dessinais comme beaucoup d'enfants et tu nous as transmis cette série de personnages qui ont je ne sais pas si vous voyez bien, ils ont la particularité d'être, ce sont des petites figurines, des petites marionnettes Ouais. que l'on peut poser sur un socle, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a un socle et puis ils sont même dessinés de dos. Donc là, on le voit pas, mais il y a l'arrière qui est en couleur aussi dessiné. Et par contre, je dois préciser que la moitié des personnages là sont faits par mon frère, par mon grand frère, parce que c'était un jeu qu'on faisait ensemble.
Et quand on était gosse, moi je suivais surtout mon frère en fait, surtout ces délires-là, et on avait énormément de personnages en papier découpé avec lesquels on jouait. Et ce qui faisait un peu pester ma mère qui se plaignait qu'on jouait avec ça plutôt qu'avec les jouets qu'ils nous achetaient. Des vrais beaux jouets en plastique, en 3D, en volume. Déjà le refus de la 3D. Bravo. C'est ça. Exactement. Et voilà, et ça c'est un jeu qu'on a créé, enfin que mon frère a créé, sur lequel je l'ai suivi, et chacun de ces personnages, et là c'est juste un petit bout des personnages, mais j'en ai une petite centaine en fait. Et chacun a une fiche de vie et un dé qui lui correspond avec les attaques qu'il fait. Donc c'est un jeu de bagarre, quoi. Ouais. Et ça a duré des années. Après, mon frère a arrêté de le faire et moi je continuais de le faire avec ma petite sœur, quoi. Est-ce que ces personnages avaient des voix propres que vous leur faisiez? C'est très possible, ouais. Après, je pourrais. Je suis très curieux de la voix de celui qui s'appelle Balman. Mais il a pas de bouche, Balman, donc. Justement. Je pense qu'il parle en bruit de ballon frotté. Je sais que tu veux des voix. Et quelle était justement ta nourriture de l'âme quand tu étais enfant? Qu'est-ce qui a nourri ton imaginaire? Quelles sont les mythologies quelles sont les narrations qui t'ont nourri quand tu étais enfant? Parce que là, on peut deviner quelques références. Balman, je vois pas trop, mais les autres, je vois un peu plus. Ouais, bah là, il y a beaucoup de. On est sur du truc de jeux de baston, Street Fighter et compagnie, quoi. Mais ouais, c'était la référence. Après, je suivais beaucoup mon frère, mais juste. L'époque, c'était l'arrivée de l'animation japonaise en France avec le Club Dorothée, tout ça. Donc, il y a Dragon Ball, les Chevaliers Zodiac et compagnie, et beaucoup de jeux vidéo. Là, je pense qu'il y a du Mortal Kombat, du Street Fighter, des trucs comme ça. Et gros mélange de tout ça. Et après, tu me demandais. En général. Par rapport, d'une part, quelles étaient les origines quelles étaient les influences de ces personnages-là, ici, mais plus globalement, quels sont les imaginaires qui ont nourri l'enfant, l'adolescent, le jeune adulte que tu étais? Ouais, c'est plein de choses, mais je pense que c'est quand même beaucoup de choses qui sont ce que un peu toute ma génération a eu, quoi. Genre, donc les mangas, les jeux vidéo, les films de l'époque, l'animation japonaise, ouais. Enfin, les classiques, quoi. Ok, ouais. Très bien. Pour dans la jeunesse, quoi, dans l'enfance. On poursuit ton avancée. On parlait de la sortie donc d'Emile Cole. Et il y a eu quelque chose qui a été très important pour toi. Ce sont les différents voyages que tu as faits, dont notamment un en particulier dont on va reparler, qui est le voyage aux États-Unis que tu as mené pendant 6 mois, il me semble. À peu près. Et quelque chose d'assez... dans ce travail du rapport du réel et de la fiction, j'ai sélectionné ces deux images-là, parce que je trouve qu'elles illustrent assez bien le travail de dessin d'observation que tu as pu mener sur place, et comment aussi tu t'es laissé imprégner par l'imaginaire des lieux que tu visites, par leur propre mythologie et par leur propre, oui, absolument, mythologie, imaginaire qui transpire un petit peu dans tous ces lieux-là. Donc il y a à la fois une collision de choses très banales, les scooters ou les motos sur les bords de rue, et ces personnages qui traversent de manière même parfois automatique. Ils ont l'air bel et bien de chair et de sang. Je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup dans toute la suite de ta production. C'est-à-dire qu'on ne sait plus, est-ce que tu y étais, est-ce que tu y étais plus, ou alors avec qui tu y étais que les autres ne voient pas. Parfois, je me pose un peu la question. Ok, et du coup, la question que tu te poses, c'est... Il y en a plein à la fois, t'as rien suivi. Si, j'ai suivi. Non, tu vois, par exemple, ce genre d'image, est-ce que ce genre d'image se construit sur la base d'un dessin d'observation, ouais. Et tu dérives, tu te laisses aller, tu dis, on a marre des mobilettes, là, je vais mettre autre chose, ça va être plus fun, plus drôle, ouais. Je vais faire se percuter différentes choses. Ouais.
Bah ouais, je pense que ça correspond bien à l'histoire de mon dessin et de mon évolution graphique, artistique. Il y a ce truc de... Bah, j'étais aussi comme beaucoup de gens, je pense, vraiment plus dans le dessin d'imagination. Mhm. Et j'ai ressenti... Enfin, à l'école, j'ai déjà appris beaucoup à dessiner d'après nature, d'après réel, et j'ai appris à y prendre goût. Mais j'ai quand même ressenti un manque de structure dans mon dessin qui fait que j'ai... Comment dire? Un manque d'assises, ouais, qui fait que j'ai ressenti un besoin de dessiner beaucoup d'après nature après l'école et que j'ai dessiné beaucoup en voyage. Et donc j'ai pris beaucoup de tics graphiques, de trucs que je me suis approprié dans le dessin d'observation et que j'ai amené dans mon dessin d'imagination. Donc je mélange vraiment beaucoup les deux. Et en fait, c'est souvent très documenté. En tout cas, quand je fais des décors comme ça, c'est très documenté. Là, c'est un mélange de plein de photos que j'ai pris là-bas. Et, euh, et voilà. Et donc ouais, donc en fait, après, je l'ai repris dans le sens inverse, de faire des dessins là-bas et de ensuite vouloir en faire des dessins d'imagination dans lesquels Mhm. je fais se percuter les deux choses. Et ouais, j'amène ce ressenti que j'ai eu donc il y a le truc très réel et il y a aussi le ressenti que j'ai eu quand j'étais là-bas, qui est assez de l'ordre du rêve un peu dans ce genre de choses, hein. Enfin, c'est ressenti, sentiment, enfin, c'est un mélange. Mhm. Voilà. Et à propos de cette perméabilité entre l'observation et l'imaginaire, on va y venir après. Là, il s'agit de cette première bande dessinée qui s'intitule L'enragé du ciel, qui est présente ici, et qui est une bande dessinée que tu as réalisée sur un scénario de Joseph Safieddine, que tu as rencontré peut-être après avoir collaboré à la bande dessinée en ligne Les Autres gens. Non. Non, vous connaissiez peut-être auparavant. Non, c'est l'inverse en fait. Lui il m'a contacté via internet en ayant vu mon blog. Il avait travaillé avec des amis à moi à l'époque sur des albums pour Manolo Santis Mhm. et il m'a proposé plein de scénarios. Et au bout d'un moment, celui-là, il m'a donné envie. Et c'est pendant que je faisais le dossier de l'enragé que Joseph, qui était en contact avec Thomas Caden, Oui. qui commençait à travailler avec lui, je pense, a dû proposer à Thomas de me faire travailler dessus. Donc je me suis un peu interrompu pour faire des épisodes des autres gens, ce qui faisait un peu enrager Joseph au final, d'ailleurs. Mais parce qu'il patientait, il attendait que je fasse ce dossier. Les Autres gens, qui a été donc une série en ligne publiée sur Internet à l'initiative du scénariste Thomas Caden et qui a été publiée durant 3-4 ans au rythme d'un épisode par jour avec une équipe de 4 ou 5 scénaristes dans les derniers temps et environ 150 dessinatrices et dessinateurs qui ont collaboré. C'était une expérience c'était un peu le Far West de la BD numérique, c'était un peu le Far West du web à l'époque. Et donc il y a L'Oragé du ciel, où là tu démontres très clairement que tu sais dessiner des avions, des voitures, tu sais dessiner de la bagarre, tu sais dessiner des BD de bonhomme, de la bonne grosse BD de bonhomme, et c'est un marché très porteur, la BD de bonhomme. J'entendais Chantal Montelier tout à l'heure, c'est dans une conférence précédemment, qui ironisait là-dessus. Donc il y a cette première bande dessinée, et puis visiblement l'envie de ne pas poursuivre dans la BD de bonhomme. Enfin, pas tout à fait, puisqu'on va parler de l'Américain maintenant, qui est l'album que tu as fait à la suite. Et l'Américain qui s'est beaucoup nourri donc, de ce voyage que tu as fait aux États-Unis en 2010 et 2011, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on montre quelques... Donc là, des dessins d'observation dans différents lieux que tu peux nous nommer si tu... C'est à Las Vegas. Le lendemain, non, quelques jours après le Nouvel An. J'avais plus de carte bleue et je devais bosser. Je faisais le ménage dans l'auberge de jeunesse où j'étais en attendant qu'on m'envoie une carte pour l'anecdote. Pour pouvoir payer mes nuits. Et puis des fois, j'allais dessiner des trucs dehors. C'était un peu éloigné
du Strip, ça s'appelle, je crois, la grande avenue où il y a tous les casinos et compagnie. Donc, où c'est plus déjà quand on sort de cette zone, on est plus dans les quartiers pauvres, mais il y a quand même des petites chapelles avec des Cadillacs roses pour se marier. D'autres dessins encore? Là, c'est à Portland, ouais. Ouais, voilà. J'étais assis par terre, je me suis fait virer par un gamin. Je me rappelle, c'est ça vraiment le truc chouette des croquis par rapport aux photos, c'est qu'on se rappelle bien de ce qui se passait du moment, quoi. Et donc, ouais, je m'étais fait virer parce que j'étais assis sur un petit rebord de trottoir qui donc appartenait, comme ils sont à cheval sur la propriété, à une maison. Et le gamin, en sortant, m'a dit de m'en aller. Ce que j'ai fait, parce que j'avais peur qu'il ait un flingue. C'est pour ça que t'as pas eu le temps de finir les couleurs de toutes les voitures? Comment? C'est pour ça que tu n'as Ouais. pas fait toutes les couleurs des voitures? Ça, je sais plus vraiment, mais c'est possible, ouais. Non, je sais plus. Personne t'a viré ici, c'est bon? Non, là, ça allait. À Brooklyn, c'était chill. Et évidemment, Monument de Vallée. Voilà. Impressionnant. J'ai eu le privilège de voir. On a dormi là-bas. Je voyageais avec un Allemand à ce moment-là, parce que j'avais pas le permis, donc je squattais des bagnoles de gens. Et on a dormi là-bas dans un hôtel tenu par des natifs américains. Et le lendemain matin, en fait, il y a eu une tempête de neige. Et le lendemain matin, on a vu un monument de Valais complètement enneigé. Donc, c'était assez particulier de le voir comme ça. Et voilà. Et sinon, voilà. Croquis fait la veille, du coup. ça nous amène très naturellement à ta bande dessinée qui est parue en 2021 chez Sarbacane, l'américain, qui, il me semble, si je ne fais pas d'erreur, est un projet que tu as entamé suite à ton voyage aux États-Unis. Tu avais aussi fait des premières versions de ce personnage de l'américain que l'on aperçoit avec son cigare aux lèvres, son petit chapeau melon mais à rebord et son t-shirt avec un drapeau américain, états-unien. Donc il y a les prémices de cet album déjà 10 ans auparavant. Tu fais l'enragé du ciel entre temps, et il y a une rupture stylistique assez évidente entre l'enragé du ciel et l'américain, parce que même si dans l'américain tu vas dessiner à nouveau des avions, des bagnoles et de la bagarre, ce que tu fais très très bien, tu vas probablement le faire d'une part avec une vision plus personnelle, à la fois narrative et graphique, et puis une vision plus intime aussi, parce que là, je crois que tu parles vraiment de ton rapport à la question du mythe, et notamment ici du mythe américain. Ouais. Je me permets juste de mettre une des premières images que l'on voit dans ce livre, très énigmatique, où l'on aperçoit Francis, donc ton personnage principal, en bas à gauche, face à ce pont. Ouais. Du coup, déjà pour revenir sur l'enragé et sur mon évolution, en fait, j'avais déjà, avant de faire l'enragé, cette direction dans mon dessin. Enfin, je pense que ceux qui me connaissaient avant, qui connaissaient mon travail avant, voyaient que j'avais déjà ce truc un peu cartoon, plus, comment dire, plus libre. Et un peu moins classique. Mais après, l'histoire de l'enragé m'a orienté là-dedans. Il y avait cette question aussi, comme tu disais, c'était pas seulement montrer, montrer aux autres, mais surtout montrer à moi-même que je pouvais dessiner plein de choses. Et dans l'enragé, il y avait vraiment ce truc de la vie du gars, et c'est ce qui m'a donné envie de le faire. Elle était folle, et il y avait plein de choses différentes, et du voyage, plein de choses. Donc, de me prouver à moi-même en un album, ok, je peux dessiner tout ça. Et après, il y a eu donc comment dire, le genre du récit m'a orienté dans un truc un peu plus réaliste, et mon éditeur aussi, après des essais de planche, m'a orienté dans un truc plus réaliste. Donc, c'est pas naturellement ce que j'aurais fait non plus. Et donc, justement, une fois que je l'ai fait, j'ai eu envie très rapidement de revenir à ma nature, quoi. Et voilà. Et ensuite, du coup, j'ai zappé la question à l'origine.
Oui, la question c'était à propos de la jeunesse de ce projet. Ah oui. Et notamment, enfin, j'ai lu également que c'est un projet que tu as mené lors d'ateliers plus ou moins improvisés que tu faisais avec des camarades. Vous faisiez voilà, des ateliers nocturnes de bande dessinée improvisée et auto-éditée à la photocopieuse. C'était avec le labo du robot chaman, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais. Alors le labo du robot chaman, c'est en gros quand on était encore à l'école avec des potes, on avait fondé un petit fanzine qui s'appelait Y, qu'on a arrêté quelques années après, et du coup avec les sous qui nous restaient, c'était pas grand-chose, mais c'était assez pour s'acheter un photocopieur. Mhm. Et du coup avec ce photocopieur, on organisait des petites soirées où déjà la base de notre groupe, on faisait des bandes dessinées auto-publiées en une soirée comme ça, et on invitait d'autres auteurs à les faire avec nous. Et en fait, alors je sais plus si on l'avait déjà créé avant ou si on l'a créé après, mais en tout cas de retour des États-Unis, j'ai un peu intuitivement, après tous les dessins que j'ai fait là-bas, j'ai été imprégné dans mon dessin par, euh, par l'esthétique américaine, ou même, enfin voilà, je dessinais les bâtiments que j'avais dessinés là-bas, Mhm. tout ça. Et donc j'ai fait un petit livre improvisé qui s'appelait L'Américain, et où j'ai inventé, où j'ai sorti ce personnage vraiment dès le premier dessin, qui marchait dans la rue avec une mallette et qui amenait la mallette à quelqu'un, et la personne fermait la porte, on lui demandait qui c'était et il répondait c'était l'Américain, et ça se finissait comme ça. Et donc voilà, quand j'ai fini l'enragé, je suis parti sur ah oui, et surtout en fait, à ce moment-là, on imprimait des couvertures à chaque fois pour ces petits livres auto-édités. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas imprimer. On avait mis sur des papiers de couleur en fait pour la couverture, mais on ne pouvait Ouais. pas imprimer. Je ne sais plus pourquoi. Et donc, j'ai décidé de faire mes propres petites couves. Et donc, j'ai fait des petites gouaches de l'américain sur le papier de couleur, ce qui m'a du coup donné l'idée de faire carrément des planches comme ça dans l'album. Et en sortant de l'enragé, du coup, je me suis dit, ok, je veux faire un autre truc complètement dans mon délire, tout ça. Et donc, je me suis dit, ok, je vais reprendre ce personnage et cette technique et je vais lui trouver une histoire, trouver quelque chose autour de ça. L'Américain, c'est donc dans ce récit du même nom, l'Américain, un personnage de fiction, le héros d'une série télévisée d'il y a quelques décennies. On est dans une époque qu'on peut situer dans les années 90. Il y a encore des cassettes vidéo, mais il y a déjà des portables. Mm. Donc j'ai estimé que c'était dans ces eaux-là. Et c'est la série à succès que tout le monde regarde avec ses fans hardcore et ses détracteurs et ses détractrices. Un de ses fans hardcore est le personnage de Francis, qui lui vit bel et bien dans la réalité. Ici, je passe juste quelques images d'un des épisodes donc, que tu relates de l'Américain, avec toutes les trouvailles graphiques en termes d'action, en termes de décor, en termes d'action, avec une dynamique complètement folle. Sur certaines planches, l'Américain qui traverse qui se jette à travers le pare-brise de la Jeep à droite et défonce le pare-brise avec ses pieds. Enfin, cette image est d'un dynamisme vraiment incroyable. Et il y a des séquences qui sont vraiment comme ça pendant plusieurs pages, où ça bouge dans tous les sens, sans cadre, mais avec beaucoup de naturel. Et ce récit, donc, je disais, et tout le monde le regarde. Donc ici, nous avons Monsieur Grosjoc, je crois, Monsieur Grosjoc qui est à la clinique et qui est fan de cette série. Et je vais avancer un petit peu parce qu'on parle de ce personnage peut-être pas près. Francis, Francis que l'on voit ici crier Vlam! Et là, dans les escaliers du début, Vlam! Il est trop puissant! Il raconte les derniers épisodes au café où il retrouve ses amis Walid et Marvin, il me semble. Ouais. Ce personnage est très très réel. Et forcément, pour quelqu'un qui a visité les États-Unis, qui a été imprégné de mythes, qui a été imprégné de tout cet imaginaire, on se demande quelle est la part autobiographique dans Francis, quelle partie de toi retrouve-t-on dans Francis. Et également, pour compléter cette question, quel est ton rapport au mythe américain? Comment l'analyses-tu à travers Francis? Euh, euh, alors, dans Francis, ben, je pense qu'il y a une bonne partie de moi, mais qui est certains côtés, quoi. Comment dire? Je pense que je me suis rendu compte en le faisant
au fur et à mesure de l'album et en arrivant au bout, et surtout avec la difficulté que j'ai eu à faire l'album euh, dans le processus créatif, parce qu'au final, l'album il parle beaucoup du processus créatif dans lequel est Francis et de son obsession pour l'américain qui à la fois le nourrit mais à la fois le bloque. Donc il y a vachement ce truc aussi par rapport à la culture américaine ou aux choses en général avec lesquelles on a grandi, qui nous ont éduqués, entre guillemets. Et donc je disais, ouais, je me suis rendu compte que j'avais un peu romantisé le truc et que j'avais rendu certaines choses un peu cool et que ça aurait pu être, ça m'intéresserait plus maintenant. En gros, pour être honnête, ça a été difficile pour moi, la réalisation de l'album, le processus créatif, et n'a pas l'air de l'être autant pour le personnage. En fait, il est assez nonchalant, enfin voilà, ouais, il est dans ses rêves, quoi. C'est cool. Qu'est-ce Mais, qui a été difficile? Enfin, tu viens de dire 2 fois, je crois, le terme difficulté ou difficile. Qu'est-ce qui a été ouais. difficile dans la réalisation de cet album? La procrastination. Et je pense le fait du coup de faire face à ces angoisses, parce que je pense que c'est beaucoup ça, la procrastination. Là, c'est pas quelque chose qui se fait par plaisir. Et voilà, je pense que là, le personnage dans la BD, il est à un stade où il est cool par rapport à ça. Mais moi, j'étais plus cool par rapport à ça pendant la réalisation. Et donc voilà, genre, je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait maintenant et que je développe maintenant. Et je pense que dans le fond, ça parlait déjà de ça, mais ça se ressent pas assez pour moi maintenant. Hormis ça, en tout cas, ouais, c'est quand même. Je pense du coup, ouais, il est quand même un peu loin de moi aussi, ce personnage, à part dans ces sortes de questionnements, mais dans ses réactions, dans sa manière de parler. Enfin, c'est un mélange, mais c'est lui et les personnages et l'environnement en fait qui sont mes potes et moi, et mélangés, disséminés comme j'en avais envie quand j'avais envie, quoi. Donc, ouais. Il y a aussi, enfin, tu disais donc que ce personnage était cool par rapport à la procrastination. ouais. Ouais. Enfin, il est cool, mais en même temps, ça le rend aussi un peu dingue. Mais il s'en rend pas compte. Il y a aussi, enfin, si son environnement, ses potes ne s'en rendent pas compte ou ironisent dessus ne considèrent pas ça comme très important, très grave, il a tout de même sa compagne, Claire, avec qui il vient d'emménager, ou plutôt Claire qui vient d'habiter chez lui. Claire qui travaille à la clinique, c'était elle qui soignait Monsieur Grosjoc qui regardait l'épisode de l'Américain. Et elle, visiblement, elle se demande dans quel carcan elle s'est mise avec ce jeune homme qui travaille sur sa grande œuvre, qui écrit et qui n'avance pas. On voit la machine à écrire, les boulettes de papier par terre. Enfin, la page est blanche et il y a plein de choses jetées par terre. Et je trouve qu'elle, elle aussi, enfin, il y a quelque chose de super attachant chez ce personnage. Où tu parles aussi de la procrastination crue avec les effets que ça a sur les autres, enfin, le regard qui est porté par les autres, et enfin, déjà ce qu'ils en subissent, quel regard enfin, comment ils en souffrent aussi par procuration. Et là encore, je me demandais si c'était des choses que tu avais observées, est-ce que ce sont des expériences que tu observes un petit peu généralement, ou c'est des choses que tu vis intimement et que tu retranscris comme ça. C'est-à-dire ce rapport à la procrastination. Est-ce que c'est le tien que tu développes ou tu essaies d'avoir une analyse un peu plus générale? Dans l'album là, je pense que c'est le mien, mais ouais, quand même un peu caricaturé et pas hyper creusé non plus, quoi. C'est assez premier degré dans les réactions des personnages autour. C'est des petites phrases par-ci par-là, des petites réactions, quoi. Ouais. Et voilà. On reparlera de procrastination un petit peu plus tard parce qu'il en est question dans un autre projet. J'avais mis de côté cette image, un autre extrait de l'épisode de l'Américain, où l'Américain échappe à des communistes donc, qui sont russes, chinois, vietnamiens, peut-être même félins pour certains, enfin on ne sait plus bien. Donc à cette grande image des communistes vus par les États-Unis.
Et j'aime beaucoup cette réflexion. Et ouais, on n'est pas dans un cartoon, là, on est ou dans une bande dessinée. Tout ça avec un design qui est très justement cartoon, qui est très. Moi, je parlais tout à l'heure que ce design me renvoyait même à des images du Muppet Show, par exemple, Mm. ou pour les plus âgés d'entre vous, de Sesame Street, de Un rue Sésame, avec ces personnages avec des designs totalement épatants, des yeux énormes, des bouches gigantesques, totalement monstrueux, mais qui du coup sont dans notre monde réel. Enfin, le fait que ces mascottes géantes, ces marionnettes géantes soient animées avec des humains dedans, enfin, percute vraiment aussi le réel. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ton travail, c'est la faculté à pouvoir mener dialogue et action en même temps. Il y a quelque chose de très typique du comics là, mais que tu fais de ta manière très particulière. Ici, on est dans la voiture de Marvin. Marvin, ouais. Et Marvin fait un créneau pour sortir. Il manœuvre sa voiture. Et il y a tout ce dialogue qui est hyper long. Et pendant ce temps-là, Marvin manœuvre sa voiture. Et là aussi, en termes de mise en scène, je trouve ça hyper habile, hyper adroit. Tu parlais de procrastination tout à l'heure. Est-ce que cela tient aussi à la difficulté à agencer plein de petites scénettes que visiblement tu as en tête, enfin des choses qui sont un petit peu en orbite et pour lesquelles il faut trouver une articulation, pour lesquelles il faut trouver une chronologie, un sens, des relations entre elles. Est-ce que ça tient à ça également? Est-ce que ça tient à un travail très disséminé sur des bouts de papier qu'il faut raccorder les uns aux autres? Ouais, peut-être en partie. En tout cas, clairement, il y a un travail de construction, de casse-tête. Ouais, comme tu dis, j'ai beaucoup de scènes en tête. Après, j'imagine que beaucoup de gens travaillent comme ça, mais genre, j'ai beaucoup de scènes en tête que je vais essayer d'assembler, de composer les choses pour faire ce jeu de construction, pour que ça matche ensemble. Et du coup, ouais, moi, dans ces moments-là, comme dans les moments d'écriture, dialogue et compagnie, j'ai besoin d'être très concentré, de réfléchir beaucoup. Et ouais, ça m'amène. Enfin, j'ai du mal à me concentrer, donc je dois me mettre dans les conditions, pas de musique et compagnie. Et ouais, et un temps pour, euh, pour enclencher le processus. Euh, ouais, ça demande plus d'efforts que le dessin, en fait, vraiment. Euh, et, euh, et voilà. Par rapport à tous ces personnages, il y a une séquence aussi où Francis est au café pardon, il discute avec donc Marvin et Walid. Et Walid est comédien, on comprend il fait du stand-up ou quelque chose comme ça, que ça commence à marcher pour lui. Et Francis, je crois, lui dit oh, ça va, c'est bon, moi j'ai pas fait l'école du délire comme toi. Et Walid est vexé parce qu'il n'a pas fait l'école du délire, mais il a fait l'école du rire pour de vrai. Il a fait une vraie école du rire, et ça, je trouve que c'est aussi un retournement d'une blague assez amusant. Moi, je me demandais entre Walid, Marvin, tous ces personnages, toutes ces petites questions qui se percutent, enfin, tous ces dialogues de comptoir, de café entre Jess et Claire aussi c'est ça Jess, hein, qui est Ouais. l'amie de Claire à la clinique quand elle parle pendant leur pause clope et tout. Je me demandais si ces dialogues étaient des dialogues enfin ces questionnements entre les personnages étaient des questionnements que tu attrapais autour de toi, dans ton environnement, lors des voyages, lors des rencontres, lors de tes sessions au café avec des amis, ou si c'était que des petites voix dans ta tête qui se cognaient les unes aux autres. Non, c'est un peu les deux, hein. Vraiment, c'est un mélange des deux. Ouais, des bouts de dialogue, des choses que j'ai entendues par-ci par-là, des fois juste des tournures de phrases, des bouts de phrases que j'ai vraiment envie de placer, que je trouve amusantes, intéressantes, des délires de potes que j'ai envie de rendre plus réels. Ouais, m'amuser avec le fait de faire de blagues des choses qui existeraient dans la réalité. Euh, et, euh, et voilà, et après j'ai dû. Donc c'est ça, donc aimer tout ça, les disséminer, mais aussi une partie du casse-tête, ça a été que ces choses-là, enfin tous les dialogues dans l'album, ils ont un sens pour le récit
ils apportent quand même quelque chose. Si c'était que de moi, je serais allé encore plus dans les discussions, comme ça, dans les petites discussions dans tous les sens et tout. Mais j'ai été aussi poussé, enfin j'avais peur que ça puisse être chiant pour pas mal de gens, et j'ai été poussé aussi un peu par mon éditeur à sortir un peu de ça. Et donc quand même, je pense que 90% des dialogues, même ceux qui en ont pas l'air, servent un but dans la narration, ou donnent des indices au minimum des informations sur les personnages, quoi, et sur le récit. Quel est ton attachement à ces personnages? Est-ce que quand tu es tout seul, tu leur parles, tu les écoutes, enfin, est-ce qu'ils prennent une forme d'existence? Parce que j'imagine que ces périodes d'écriture sont difficiles, sont laborieuses, tu en parlais. Donc ce sont des problèmes, j'imagine, que tu embarques aussi avec toi un peu au quotidien. Est-ce que ces personnages prennent de la place pour le coup? Est-ce que, enfin, avec toi, autour de toi, enfin, est-ce que parfois il t'arrive de te dire, mais là, voilà ce que doit répondre Claire, ou voilà la réaction de Walid, ou pire peut-être même, enfin pire, non, mais peut-être que tu l'entends ou ça devient de manière très immédiate. Quel est l'attachement que tu as à ces personnages? Parce qu'il y a autre question également, il y a quelque chose. On a presque envie de suivre chacun de ces personnages. C'est-à-dire que j'ai presque l'impression que si tu déroules le fil d'un personnage, on va te suivre. Ouais, c'était comme je disais avant, avec cette envie de les faire discuter encore. C'était une de mes intentions premières, c'était qu'il y ait vraiment la trame narrative, l'aventure principale, qui soit en fait au milieu de plein de petites aventures quotidiennes de vie de tous ces personnages. Et j'aurais eu envie en fait que tous les personnages soient un peu, enfin qu'il n'y ait pas de personnage principal en fait à la base. Et pareil, j'ai été rattrapé un peu par le temps que ça aurait nécessité, et les impératifs aussi avec l'éditeur et compagnie. Mais par exemple, notamment le personnage de Claire dont tu parlais tout à l'heure, à la base, j'avais vraiment envie que ça soit, qu'il y ait deux personnages principaux, donc elle aussi soit pas juste la copine du héros, évidemment. Après, j'ai joué un peu avec ça, avec le fait que elle s'en plaigne d'être un peu ça dans la bande dessinée, dans sa vie. Mais ouais, et en fait, il y a beaucoup de personnages comme ça. J'imagine, je le ferai probablement pas pour la plupart, mais je me serais bien vu en faire des spin-offs avec chacun des persos. Et après, je crois que j'ai encore perdu une partie de la question. C'était l'attachement, enfin quel rapport? Ah oui. Non, ouais, je me rappelle. Est-ce que ce sont est-ce qu'ils deviennent des amis en fait? Tu t'inspires parfois de situations entre potes. Est-ce que ces personnages que tu crées deviennent aussi des amis, des gens qui te suivent au quotidien? Ouais. Là, sur l'américain, ça fait un moment que je l'ai fini, donc maintenant je les vois plus comme des vieux potes que j'ai un peu perdu de vue. Et je suis plus trop leur vie. Même si j'y repense un peu. Pendant que je le faisais, je pense pareil, on connaît tous un peu ça quand on est dans un gros projet. On y pense un peu nuit et jour. On s'endort. Moi, je vais me coucher, je finis tard de bosser. Je vais me coucher, je suis encore en train de penser au dialogue, à les répéter 15 000 fois dans ma tête. Je me réveille, je pense à des formulations tout le temps. Voilà, et puis j'attrape des trucs par-ci par-là, mais du coup je le vis plus actuellement avec le projet que je fais maintenant, et où en plus c'est d'autant plus ça. Il y a limite plus, enfin vraiment il y a ce truc il y a plus vraiment de trame narrative pour le moment, et on est vraiment dans ces relations entre des personnages. Et ouais, j'ai des trucs qui viennent dans ma tête, ou des trucs que j'ai écrits il y a longtemps, que je trouve intéressants, qui me correspondent même plus forcément, mais que je vais disséminer dans les personnages, là où je pense que ça serait intéressant d'en faire des personnalités. Oui. J'avais sélectionné cette image parce que justement, je trouve qu'elle illustre ce côté récit à sketch qui est déjà présent dans l'américain et que tu développes dans le projet dont on va parler tout à l'heure. Et dans cette image, il y a plein de choses qui se percutent. Il y a Francis, que l'on voit au centre, il y a l'américain, il y a ce personnage de Gros Jock qui lui t'accompagne depuis une dizaine d'années, qu'on voit parfois apparaître. C'était donc Gros Jock qui était à la clinique tout à l'heure. Il va mieux? Ça va mieux? En fait, Gros Jock à la clinique, c'est plutôt le Gros Jock du futur. Ah, mince. En gros, mais c'est un peu flou. C'est Old Man Gros Jock, quoi, qui est dans ces derniers jours. On peut voir, il a une grosse barbe, et justement, il est un peu
lobotomisé devant l'américain. Et donc a priori il va pas super à cette époque-là dans l'américain. Grosjean, c'est le personnage à gauche, qui est une sorte de doublon même derrière en vert. Ouais, il est ce personnage avec deux gros yeux, un gros nez, presque une sorte de Muppet exacerbé, mais très timide visiblement. Très angoissé, mais ça c'est un dessin vraiment dans un carnet complètement intuitif, donc c'est un gros mélange de ce que je faisais à l'époque, donc à moitié l'américain, à moitié des bouts de voyage d'Indonésie et aussi j'étais allé faire un workshop au Karabakh à cette époque, là où c'est la guerre en ce moment aussi, et voilà, de vieilles histoires, de trucs de Grosjean qui revient, voilà. Pour les amatrices et amateurs de dessin, d'observation de dessin de voyage, le blog de Loïc fourmille de dessins réalisés durant ces divers voyages. On n'a parlé que celui des États-Unis, mais il y a eu plein de destinations dans lesquelles tu t'es rendu depuis et où tu dessines continuellement. Cela nous conduit à l'atelier que tu as mené durant ce printemps à la maison d'arrêt. Je vous propose d'accueillir Blandine Pro. Bonsoir. Blandine Pro, donc, de la Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire, et qui a coordonné donc l'atelier que Loïc a mené donc, au sein du centre de détention. J'essaie de ne pas mélanger centre de détention et maison d'arrêt. Est-ce que tu peux te présenter, présenter ton rôle dans ce genre de dispositif et présenter le dispositif qui a été mis en place en particulier pour cet atelier? Alors bonsoir à tous. Effectivement, je suis Blandine Pro, je travaille pour le service culturel de la Ligue de l'enseignement des Pays de la Loire et je suis coordinatrice culturelle livre et lecture au sein du centre pénitentiaire de Nantes. Donc peut-être, je ne sais pas, on avait choisi de me faire venir un peu après pour pas que je soit une plante verte pendant toute la première partie et puis faire un petit aparté parce que c'est difficile de parler d'ateliers en détention sans poser quand même un peu le cadre pénitentiaire. Je ne sais pas ce que vous en connaissez ou non. Donc, juste pour faire simple, quand je dis centre pénitentiaire à Nantes, il y a 2 gros établissements, donc une maison d'arrêt et un centre de détention. Donc, la maison d'arrêt, je fais rapide, mais c'est les personnes qui sont prévenues, donc en attente de jugement ou condamnées à des courtes peines inférieures ou égales à 2 ans. Et le centre de détention, où est intervenu Loïc, c'est les longues peines, donc à partir de 2 ans de condamnation. Voilà. Et ces 2 établissements habitent et coexistent à Nantes, à l'est et au nord. Et ça regroupe quand même à peu près 1300 personnes. Et c'est des îlots cachés dans la ville dont on a peu connaissance, donc c'est bien aussi d'en parler, notamment par le prisme culturel, puisque du coup, moi, je travaille pour un service qui est en fait missionné par l'administration pénitentiaire pour intervenir sur le volet culturel. Donc la gestion des bibliothèques, leur animation et la mise en place d'une programmation à l'année. Et dans ce cadre-là, donc, il y a toutes disciplines confondues qui sont proposées, donc des projections de films, des concerts, des spectacles, des ateliers de pratique. Et puis, pour ce qui concerne vraiment le volet livre et lecture, très régulièrement des propositions culturelles et artistiques à l'intérieur des bibliothèques de détention, dont l'accueil de Loïc dans ce cadre-là. Il y a un long partenariat avec la bibliothèque du centre de détention et le Festival des Utopiales, la Cité des Congrès, depuis très longtemps, plus de 10 ans maintenant. Et à chaque fois, en fait, ils nous font bénéficier d'intervenants dans ce cadre-là qui interviennent en détention. Et là, c'est aller un petit peu plus loin, parce que généralement, ça peut se limiter à une rencontre d'auteurs, mais c'est chouette quand il y a aussi de la pratique. Et donc, en amont, il y a eu aussi lundi, par exemple, une rencontre avec Fabien Vellman, qui est un auteur de bande dessinée qui est intervenu en détention. Mais en amont, il y a eu donc 6 ateliers de pratique qui ont été encadrés par Loïc Guyon et Martina Pacifici, qui est cachée dans le public, de la Maison Fumetti. Pour Maison Fumetti, oui. Et du coup, un partenariat croisé entre le Festival des Utopiales, la résidence de Loïc à la Maison Fumetti et la programmation culturelle qui est mise en place toute l'année à l'intérieur de la prison. Voilà, excusez-moi, c'était un peu long, mais pour poser le cadre. On va justement regarder un petit peu les productions qui ont été menées. Donc les travaux qui ont été réalisés durant ces 6 séances sont exposés ici, dans le cadre du Festival des Utopiales.
Ici, nous avons les différents participants et participantes, parce que Martina est représentée aussi. Il ne s'agissait donc il n'y avait que des hommes. C'est un dessin de Martina. C'est un dessin de Martina, très bien. Je ne savais pas qui avait fait ce dessin. Donc avec JB, le Marseillais, Stéphane, Olivier, Arnaud, Lionel, Bulbizarre et Billy, donc les différents détenus qui ont participé à ce projet. Et dont nous pouvons voir les différentes planches ici. La thématique était en coordination évidemment avec le festival des Utopiales, et donc la thématique était ici la transmission. Ouais, c'est ça. La transmission, il y avait 4 sous-thèmes aussi, mais ouais, en gros la transmission. Avec néanmoins, tout à l'heure on voyait en 4e de couverture, le terme tout est fait assumé de l'évasion par la bande dessinée. Et donc je vous propose de voir les différentes réalisations. Vous pourrez les voir de plus près, mieux. Un fanzine également a été, donc ici ce que l'on voit c'est la restitution en format numérique du fanzine. Un fanzine a été réalisé et distribué à chacun des participants. Je dis ça aussi pour contextualiser tout cela. Et Loïc, moi je voulais te demander comment, justement on parlait tout à l'heure du rapport entre fiction et réalité. Un centre de détention, c'est quelque chose que la plupart des gens ne connaissent que par la fiction, pour le coup. Enfin, et d'ailleurs, le cinéma, la télé, enfin, ne manque pas d'exemples de fiction construite autour du monde carcéral. Comment ça s'est passé pour toi pour encadrer un atelier de gens qui sont déjà très, très encadrés? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en pratique comment se sont passées les séances? Quel type de rencontre ça a amené? Quel type d'échange ça a pu amener également? Alors, c'est pas possible de parler pour eux, en tout cas. Mais de mon côté, j'ai l'impression que c'est nous qui avons été, pour le coup, qui avons dû vachement nous plonger dans le cadre, nous adapter au cadre. Et donc il y a eu déjà des petites réunions, des petits briefings sur comment ça allait se passer, beaucoup d'informations à donner, beaucoup de papiers à transmettre, dire ce qu'on allait amener comme matériel, tout ça. Et après, il y a le processus d'entrée, les sas de sécurité et compagnie. Et à l'intérieur, c'est un petit labyrinthe. On doit disposer d'alarmes sur nous. Donc il y a des espèces de contraintes qui ne sont pas d'énormes contraintes, mais qui nous font, qui nous rappellent que ouais, on n'est pas dans un endroit classique. Et voilà, donc il y a eu ce truc de ce petit labyrinthe dans lequel Blandine nous menait le premier jour. Moi, j'avoue que le premier jour, j'ai un peu ressenti cette sensation d'enfermement, de ça après ça, on peut pas sortir d'ici comme on veut. Après, ce qui est le but du lieu, ouais. Bien sûr. Et après, je pense qu'avec Martina, on a pris un peu notre petite routine. Au fur et à mesure, Blandine nous laissait un peu nous démerder. Et voilà, mais sinon, en dehors de ça, donc on était dans une bibliothèque assez chouette, je trouve que c'est un joli lieu avec des plantes et pas mal de bouquins. Donc un des détenus s'occupait de la bibliothèque. Oui. C'était comment il s'appelle? C'est Arnaud. Ouais. Et mais voilà. Et du coup, l'atelier, en fait, j'ai l'impression que en dehors de notre curiosité à nous et de des fois pas savoir exactement ce qu'on a le droit de dire. Enfin, il y a des choses qu'on savait clairement qu'on n'avait pas spécialement le droit de dire. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que ça se passait en fait plutôt comme un atelier classique, quoi. En tout cas, les participants, les détenus étaient hyper emballés, comment dire, étaient à fond dedans. Chacun un peu avec leur raison. Martina leur a fait un petit
il leur a demandé à chacun pourquoi ils étaient là, tout ça. Donc chacun avait un peu. Il y en a qui étaient déjà un peu artistes, qui pratiquaient dans d'autres ateliers. Il y en a qui voulaient. Il y en a un notamment qui voulait un peu justement changer d'air par rapport au genre de réunion, au genre d'environnement dans lesquels il était d'habitude. Donc il voulait un petit peu plus faire des ateliers comme ça qui lui permettaient de s'ouvrir à d'autres choses. Donc voilà, en gros. C'était un atelier sur la base du volontariat, évidemment. Et en effet, on peut voir dans le panorama, notamment cette planche, cette double planche qui est assez particulière, parce qu'on sent qu'on est face à quelqu'un qui a la connaissance de la bande dessinée, de la technicité. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de ce projet-là en particulier? Je n'ai pas retenu qui était son auteur. Peut-être vous en rappelez-vous? C'est JB. JB. Ouais. On parle? Non, juste pour dire que ça fait partie des choses qui sont proposées à l'intérieur du centre de détention. Il y a aussi des ateliers réguliers qui ont lieu toutes les semaines, et notamment un atelier peinture. Et tout ce que je peux dire sur ce monsieur, c'est qu'il le pratique assidûment. Voilà. Ouais, il était très intéressant et on voyait qu'il savait déjà un peu peindre. Je pense qu'il peint un peu dans sa cellule, qu'il a du matériel. Il m'a dit, il emmenait ses planches. Là, c'est le seul, je pense, qui a ramené son propre papier pour pouvoir faire de l'aquarelle. Et c'est un passionné d'histoire aussi. Et donc sa bande dessinée, il est parti sur une dystopie. Il me parlait, donc il m'a expliqué, alors je me rappelle plus exactement parce que c'était lui le spécialiste et des fois j'avais du mal à le suivre, mais en gros cette planche elle raconte ce qui se serait passé si une bataille entre les Gaulois et les Romains avait tourné autrement. Enfin, elle raconte si la bataille avait tourné autrement. Et d'après lui, si cette bataille avait tourné autrement, toute l'histoire aurait été changée. Et cette bataille a tourné donc en faveur des Romains à ce moment-là, à cause du type de voile qu'avaient les Gaulois, apparemment. Donc il raconte cette bataille-là en mer qui fait que les Gaulois ont perdu la bataille. Et voilà, donc lui, il était passionné. Il n'a pas eu le temps de finir la deuxième planche quand j'étais là, mais j'imagine qu'il l'a fini après. Peut-être. Il a récupéré, Il y a certainement aussi, parce que le fait de passer tous ces sas, tous ces contrôles, de laisser ces papiers, il me semble, ça faisait que sur le temps de présence que tu avais, quand tu arrivais et repartais du centre de détention, pour combien de temps restais-tu, et combien de temps effectif restais-tu auprès des détenus? Je me rappelle plus exactement. Il me semble qu'on arrivait vers 2h. Il y a eu plusieurs formats, mais c'est vrai qu'il faut prévoir souvent une bonne demi-heure avant et puis quasiment après, par rapport au temps d'intervention qui était assez court finalement. Il y avait beaucoup de fin de journée, des ateliers qui duraient 1h15 à peu près. Et c'est le genre d'atelier où parfois on peut se permettre de dépasser un petit peu, mais là évidemment... Non. Non. Mais c'est vrai qu'on perdait un peu la notion du temps en plus dedans parce qu'on n'avait pas nos téléphones. Je crois qu'il y avait une pendule dans la bibliothèque, mais elle n'était pas tout le temps là, donc on ne savait pas trop aussi. Je crois que je mets aussi en avant cette planche. Il me semble que Martina nous avait parlé d'un participant qui avait été emballé par cet atelier. C'est lui, c'est lui qui avait réalisé cette bande dessinée. C'est le Marseillais. Le Marseillais, donc, qui ici met en scène une dystopie où j'ai oublié son nom, Macron, notre président Macron. Je sais pas, je crois qu'on parle pas assez de lui. Bref, il résout la guerre en Ukraine, tout va bien, tout se passe bien, mais il se fait doubler dans les sondages par Gérald qui, on ne sait pas, ça reste mystérieux. Et maintenu par Henry, comme on le voit sur la case de droite. Et en fait, il va faire la pagaille dehors, dans la rue. Et il me semble que cette bande dessinée a posé un tout petit souci. Elle a été parce que la production qui a été réalisée durant cet atelier a été relue, il me semble. Oui, ça c'est le cadre légal. Tout ce qui est créé en détention doit être soumis à validation avant de redescendre et de pouvoir sortir. Et effectivement, là, il y avait une petite mention dans le texte et sur un t-shirt qui n'est pas passé. Voilà. A-t-on le droit de dire cette mention ? Bon, oui, je pense.
Ça commence par A et ça finit par Cab. Voilà, Et c'était à la ça. place du logo Nike, je crois, il me semble, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, cette mention a été remplacée par un logo Nike, ce qui est nettement moins politique. Un logo Nike, ça pose quand même beaucoup moins de problèmes. Et ce qui était très particulier, c'est ce témoignage rapporté par Martina qui disait que, et par rapport à la transmission, c'est hyper touchant, hyper beau. Le Marseillais donc était hyper content de sa réalisation, visiblement très fier, et aurait dit mais maintenant je vais écrire à mon fils avec des bandes dessinées, je vais faire des bandes dessinées pour écrire à mon fils. Enfin, c'est bel exemple de transmission. Bravo. Ouais, carrément. C'est d'ailleurs c'est de lui dont je parlais quand je parlais d'une personne qui voulait changer un peu d'environnement. Donc je pense qu'il a vraiment découvert un truc qui l'a emballé. Ouais. Je sais pas s'il en a refait depuis. Bah, ça fait partie c'est un monsieur qu'on a très peu vu. Il y en a qui participent tout le temps aux activités culturelles qu'on voit tout le temps dans les bibliothèques, comme dehors, quoi. Et puis il y en a quelques-uns qui arrivent de temps en temps, qui passent la porte pour prendre l'air, sortir de la cellule. Et ça fait partie. Ce monsieur en fait partie. Il était venu précédemment une fois sur une rencontre d'auteurs. Il m'avait dit qu'il n'avait jamais lu un livre jusqu'au bout de sa vie et que celui-là, il allait le lire. Et après, il est réapparu à l'atelier bande dessinée. Et il a été vraiment assidu tout du long. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, mais je pense qu'il y a une petite porte qui s'est ouverte. Ouais. Très chouette. Il nous reste un petit quart d'heure pour peut-être... Je me demandais si certaines ou certains d'entre vous avaient des questions sur cet atelier, sur comment il s'était déroulé, parce que c'est quand même très très particulier, à la fois comme expérience, j'imagine, comme dispositif, comme résultat. Oui. Non, j'ai cru que... Oui. Je n'ai pas de micro à faire passer, désolé. Madame, Vous avez un micro, excusez-moi, vous avez un micro qui arrive. j'ai absolument pas l'habitude de parler dans un micro. Vous disiez que dans la maison d'arrêt, que vous aviez des choses que vous ne pouviez pas dire. Oui, vous aviez cette. Oui, je sais plus exactement, mais on leur demandait. On leur demandait pas notamment pourquoi ils étaient là, quoi. Je vais passer le micro à Martina, qui, je crois, a une réponse plus... Les deux. Désolée, du coup, je me permets parce que j'ai co-animé avec Luc les ateliers et il y a certaines choses que tu as demandé et que peut-être ça va un peu aider à comprendre un peu le contexte aussi. En fait, c'est plus une gêne qu'on pouvait avoir peut-être dans le fait de savoir qu'est-ce qu'on pouvait demander, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas demander. C'était clair qu'on ne pouvait pas demander pourquoi tu es là. Mais si vous voulez, en fait, dans le déroulé des ateliers, il y a des moments où il y a vraiment une vraie demande d'attention, de concentration, parce que dans les planches que vous voyez, tout te dit, bon, c'est 2 planches, mais en fait, dans ces 2 planches, il y a une écriture de scénario, il y a un storyboard qui doit être fait, il y a des moments de vraie création, donc il y a beaucoup de concentration des participants, hein, qu'ils soient détenus ou pas, et il y a des moments qui sont plus méditatifs, type quand on va ancrer nos planches ou quand on va les colorier. C'est des moments vraiment privilégiés aussi pour pouvoir échanger avec eux. Et c'était un peu ces moments-là qui ont été très précieux pour nous, je pense personnellement. On a vraiment beaucoup débriefé avec Loïc à la fin de chaque séance, parce que c'était là qu'on pouvait vraiment discuter, parce qu'il y avait des gens très âgés, parce qu'il y avait des gens qui, vu que c'est des peines longues, c'est des gens qui sont là tout le temps. Il y a un vrai travail, il y a des heures de trafic, il y a des bouchons en fait en prison, sur des horaires quand ils finissent de travailler pour passer d'un endroit à un autre. Donc il y a des horaires à respecter. Il y a des gens qui anticipent, qui viennent plus tôt, plus tard. Donc c'était assez pour nous le moment de vraiment réentrer dans ce système-là, qui c'est un système complètement invisible. C'est un peu ce qu'on dit aux enfants, on va aller en prison, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas comment ça marche pour les vieux, si ils ont des retraites ou pas, s'ils continuent de travailler ou pas. Donc, c'était un peu, dans les dernières séances, à la fois, nous, on était plus en confiance et on avait mieux compris le système. Un peu cette petite gêne qui partait. On avait créé un vrai lien, parce que même si c'était 1h30, on était là à tout donner, et je pense que c'était pareil.
Et c'est vrai que dans les dernières séances, c'est là où vraiment ça s'est créé cette contact réel entre nous, quoi. Voilà. Merci Martina. Une autre question. On évoquait au début de la séance ce qui a nourri l'imaginaire de Loïc Guillon, et je me demandais s'il y a eu cette partie-là avec les détenus. Est-ce que vous avez nourri leur imaginaire de ce que ça pouvait être la science-fiction, le thème de la transmission, etc. ou vous êtes parti directement sur leur matière brute, si je puis dire? Moi, j'avais fait une sélection de livres, comme l'avait demandé Blandine. Donc, je leur ai, pour qu'ils les aient à la bibliothèque et qu'ils puissent en lire quelques-uns avant. Donc, je sais pas, il y avait notamment du Moebius. Je pense peut-être Nausicaa. Je sais pas, je me rappelle plus exactement. De Burn sur Epiphania. Enfin, des choses un peu différentes en science-fiction aussi. J'avais donc fait venir certains de ces livres et donc je leur ai fait des petits topos en début de séance. Je leur montrais les choses. Il y en a quelques-uns qui sont directement inspirés de certaines de ces bandes dessinées, notamment de l'Incal de Moebius et Jodorowsky. Il y avait Akira aussi. Voilà. Et après, Martina leur avait fait aussi un débrief sur la science-fiction, les différents types de science-fiction, tout ça. Donc ouais, on les a aiguillés, on a réfléchi à tout ça ensemble. On les a aiguillés un peu sur le thème. Donc au niveau de la transmission, c'était aussi assez varié. Il y en a justement qui étaient un peu sur le thème de l'écologie, de ce qui va être transmis aux générations futures. Il y en a il y en a qui parlent directement de messages à faire passer à leurs enfants, ce genre de choses. Voilà. Après, juste pour compléter sur ce qui s'est fait en amont, parce que quand on travaille comme ça, il y a des choses un peu souterraines cachées avant l'accueil des intervenants. Et là, par exemple, il y avait eu un libraire de la mystérieuse librairie nantaise, pour ceux qui sont du coin, qui est représenté sur le super stand librairie, là, qui est actuellement sur le festival. Donc, qui est venu présenter une sélection d'ouvrages de science-fiction, BD de science-fiction. Et on a fait ce qu'on fait souvent en bibliothèque, un comité de sélection avec les détenus et puis moi. Et en fait, on choisit les livres qu'on achète après pour la bibliothèque. Et ça leur permet d'être prescripteurs et puis de commencer à découvrir la BD. Ça, c'était à peu près un mois avant le début des ateliers. Voilà. Je vous propose de poursuivre et de finir par les projets, les travaux en cours de Loïc. J'ai sélectionné ce dessin parmi ceux que tu m'as envoyés. C'est un dessin que tu avais réalisé pour la série Les Autres Gens, dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'on n'a pas trop eu le temps d'en parler. Par rapport à ta technique de dessin, tu parlais du stylo bic avec beaucoup de retouches, de pâte crayonnée, dessiné au bic directement, mais du fait de retoucher avec du Posca blanc derrière, de réaffiner, de réajuster. Ce qui m'a l'air très similaire avec la manière dont tu peaufines tes dialogues, petite couche par petite couche comme ça. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est la manière dont tu assumes l'hésitation. Il y a une sorte d'art de l'hésitation assumée que je trouve beau, sachant que là, tu as fait quelque chose comme L'Orage du ciel, où je pense que ces albums-là, tu pourras en faire à l'appel. Je pense qu'on te demanderait d'en faire sans problème, parce qu'effectivement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le marché de la BD de bonhomme, quoi. Voilà. Et il me semble d'ailleurs que tu avais été contacté pour faire quelque chose avec des voitures. Ouais, pour faire l'histoire de l'automobile, ouais. Et comme vous voyez, ça le passionne. Non, j'aime bien dessiner des bagnoles, mais un peu n'importe comment, quoi. Voilà. Et ouais, non, c'est vrai que après l'enragé, j'ai dû vraiment lutter pour pouvoir faire autre chose, parce que quand j'ai proposé l'américain, on me disait ouais, c'est cool, je l'achèterais si tu le fais, mais tu veux pas nous faire un biopic ou une adaptation de livre et tout. Enfin voilà, on se fait vite enfermer dans les cases et ouais, donc j'ai dû un peu me battre pour avoir le droit de faire ce que j'ai envie de faire. Il y a quelque chose aussi proche, en effet, t'évader de ce genre de livre, t'évader aussi de l'économie des auteurs et des autrices de bande dessinée, qui fait que parfois, oui, on doit, pour des questions de subsistance, d'argent qui rentre, en effet, faire des travaux qui ne sont pas tout à fait de la commande, mais qui ne sont pas des travaux personnels.
Et là, visiblement, tu suis la voie de l'américain. Et j'avais sélectionné ce dessin aussi par rapport à mais où vas-tu, le Guillon? Et il y a encore ces personnages et ces formes qui avancent d'un pas décidé, qui se percutent, mais avec un dessin tout doux, tout tranquille. Et donc, ça nous amène au projet que tu mènes actuellement, qui s'intitule Mausolée Fruits Rouges, qui met en scène toute une galerie de personnages, dont ces deux policiers, qui, en l'occurrence, le chef dit à l'autre, viens, on va à la bagarre. Et on découvre au bout de quelques pages que la bagarre est un café, c'est ça? Ouais. On a encore le même genre de comique de situation avec l'école du rire. En train de dévoiler les ficelles de mes blagues, ouais. Donc encore le personnage qui a l'air un peu plus véhément que l'autre. Et puis, il y a je fais défiler ces strips pour que vous puissiez voir, et je vous invite à lire tout ceci sur l'Instagram de Loïc actuellement, parce que c'est un labo narratif assez enthousiasmant. Je me demande si certains d'entre vous veulent faire les voix. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je parlais de l'univers très Muppet, très comment dire, Sesame Street. Il y a quelque chose de chouette dans les voix. Vous voulez qu'on les fasse ensemble? Il y a quelqu'un dans le public qui veut faire une voix aussi? Il y a des micros disponibles? Non, personne ne veut faire la voix. Personne n'a envie de dire « Je crois que je vais faire un dragon qui fume un spliff !» C'est ça, en fait. Tu voulais vraiment le faire depuis le début. Tu voulais qu'on te suive, quoi. Genre un gros bab, carrément. Qu'est-ce qui répond yes? Yes. Après, c'est chaud à faire. Je sais pas si je vais gérer. La peur de l'échec, de l'engagement, le perfectionnisme. Il y a plein de choses à creuser en soi-même pour comprendre et apprendre. Oh, ça va. Est-ce que je peux en placer une, là? Ou bien non? En fait, ma procrastination et moi, c'est différent, c'est tout à l'heure. Bref. Et là, pareil, on retrouve toute une galerie de personnages. Certains traits, j'aimais beaucoup la voix que tu as adoptée pour ce personnage très hésitant, parce qu'il a un trait plutôt hésitant. Il y a ce duo aussi, cette jeune femme et cet ours, ce nounours même, je ne sais pas si est-ce que c'est un ours ou un nounours? C'est un gros nounours. Ah. C'est un ours, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un dedans? Est-ce qu'il y a un humain habillé en ours ou pas? Non. Non. C'est vraiment un animal, ouais. Et donc cet animal avec ce pantalon jaune dit « Faites moins de bruit, il y a un voisin qui nous chabe zarbi ». Moi j'apprends plein de mots quand je dis, franchement. Ouais, c'est fait pour prendre le langage de la street, un peu de la street lyonnaise, quoi. Quelqu'un a envie de faire la voix du voisin inquiet? Pardon? Parce qu'il est de loin, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Mais non, là c'est un gros plan, on est de près. Ah oui, j'étais là. Il a dit quoi? Oui, très agressif, oui. Faites vite, voilà. Il commence à s'en prendre à moi. Évidemment. Et donc ces personnages partagent aussi, je vais un peu plus vite. Il y a un discours que je trouve très intéressant sur les messages cachés dans les bandes dessinées. Comme l'histoire sur mon grand-père, par exemple. C'est comme un genre de parabole, tu vois. Il y a un sens caché. Et sa camarade répond, mais est-ce que c'est pas un peu élitiste, les sens cachés? Je veux dire, si tu souhaites réellement diffuser un message, pourquoi faire en sorte d'en limiter la réception, en fait? Ouais. C'était une question. Ah. Bah, tu me demandes ce que j'en pense, du coup. Non, c'est très difficile d'interroger quelqu'un sur un work in progress. Moi, je suis très curieux de savoir où ça va, d'avoir les réponses à toutes ces questions philosophiques. Ce qui est drôle et amusant, c'est que tu amènes quelque chose de très fictionnel, comme dans les épisodes de l'Américain, à la gouache que l'on voyait tout à l'heure. Et là, ça intervient vraiment dans la vie des gens. Enfin, ces personnages qui ont des gros yeux, qui ont des têtes d'ours, qui ont des couleurs pas croyables, qui ont des physiques totalement extraordinaires. Enfin, l'irréel déboule vraiment dans des conversations du quotidien. Et je trouve que c'est il y a une sorte ce ne sont plus la fiction et les réels qui se croisent. Enfin, là, les deux s'entrechoquent. Et je trouve ça très intéressant. J'aimerais bien que tu nous dises, pour conclure peut-être cette présentation, vers quoi ça va nous mener et comment, toi, tu vis ce travail d'auteur. Enfin, est-ce que c'est quelque chose de nouveau?
vers quelle nouvelle démystification tu vas également? Ben ouais, ça va continuer dans ce sens, je pense encore plus même. Je pense que en gros, j'aime bien la bagarre et l'action des glingos d'Eliros et les petites discussions intimistes disséminées par-ci par-là, philosophico-intimistes. Et du coup, je pense que ça va être un max de ça. Mais après, je me laisse vraiment guider sur ce projet-là par ce qui vient et par les personnages. Et comme j'ai envie de raconter, même si j'ai déjà en tête pas mal de choses aussi qui vont arriver. Est-ce qu'il y a, moi j'ai te reposé la question que je t'ai posée dans ce pack de questions, est-ce qu'il y a des personnages, ou est-ce qu'il y a des tics de langage, des choses que tu as attrapées lors justement de l'atelier mené au centre de détention, des façons d'être, des façons de parler, des attitudes? Pendant cet atelier, non, pas particulièrement, je pense, mais enfin, pas que j'ai déjà balancé là, parce que c'est encore tout récent, mais ça m'a quand même un peu imprégné. J'ai déjà un peu réfléchi à une manière de transmettre ce qui s'était déroulé pendant cet atelier, de le représenter d'une manière. Après, comment dire? Justement, la réflexion qu'elle se fait, je me pose ce genre de questions, mais en tout cas, je passe par 4 chemins. Je passe par des métaphores et des trucs, donc je pense pas que je retranscrirai premier degré l'atelier de bande dessinée en prison. Je vais plus m'en servir pour l'amener autrement. Et voilà. Et pour revenir, il me semble, aux questions que tu me posais aussi. Ce que je trouve intéressant dans l'américain, c'est la démystification, la déconstruction du mythe. Ouais. Comment on passe de la démystification à la désillusion. Et y a-t-il d'autres démystifications que tu souhaites engager maintenant dans tes récits, notamment, justement dans les rapports, on parlait tout à l'heure dans l'américain du rapport entre Claire et Francis qui est totalement étanche aux problématiques de Claire, et alors qu'elle subit les problématiques de Francis tout le temps, continuellement. Est-ce que la démystification de certains mythes narratifs passe aussi par une démystification du masculin, du personnage masculin dans la bande dessinée? Très probablement, ouais. Attends, je me suis perdu parce que j'ai eu envie de dire des choses par rapport à des choses que tu disais. mais oui, par rapport à en tout cas la démystification et la désillusion, je pense que ça rejoint ce que je voulais dire au début, de choses que je me suis rendu compte pendant que je faisais l'américain. Et que comment j'allais enjoliver des choses, ou comment on allait souvent faire ça. Et je me rends compte que je pense que c'est ce que j'essaye de faire avec ce projet, enfin là où j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller vers plus de démystification, d'honnêteté, de sincérité, en fait, parler plus directement, plus spontanément. Et c'est pour ça aussi que j'écris de manière spontanée. Je pense que ça m'aide à aller là-dedans. C'est que j'ai rien écrit à l'avance. Il y a des mini storyboards faits vite fait avant chaque planche. Et ouais, donc j'ai l'impression que tout va dans cette direction de démystification, de faire face à la réalité, en fait, d'arrêter de se mentir et compagnie, de faire semblant. Se servir d'histoire et de personnages pour dire les choses à notre place. Ouais. Et ouais. Ce sont tes mots, le aiguillon, pas les miens. C'est les mots du personnage. Enfin, les mots du personnage, pardon. Et non, oui, je pensais aussi, tu disais le personnage de Claire, ouais, et les problématiques de Francis, et qui est une éponge, non, je sais plus. Oui, en fait, Claire subit de plein fouet les problématiques de Francis, et lui est totalement étanche justement aux problématiques de Claire. Ouais. Ce qui devient sa problématique à elle aussi, justement, de se rendre compte qu'elle est là juste pour être dépendante de lui, de ce qu'il décide et tout. Et donc c'est justement là où elle va se
réveillé. Oui, il y a une question d'évasion de Claire aussi dans l'américain. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite grandement à le lire, à vous le procurer et à le lire ou à l'emprunter dans votre médiathèque préférée. Et enfin, Mausolée Fruits Rouges, tu parlais de beaucoup de procrastination à plusieurs reprises, je crois. Alors, est-ce que ta procrastination et toi, vous prévoyez un album pour quand ? Pour le moment, je ne le prévois pas du tout. Et en fait, le processus créatif que j'ai mis en place, que j'essaye de continuer à mettre en place avec ça, c'est justement des moyens de lutte contre la procrastination, dont le fait de ne pas me mettre en tête la volonté de faire un album, de rester très libre et comme ça de m'amuser à fond, de faire les choses quand j'ai envie, comme j'ai envie, au rythme que j'ai envie. Et de pas m'obliger à respecter le processus éditorial classique qui risque à nouveau de m'enfermer et de rendre les choses plus compliquées pour moi. Oui, et ce qui permet, par le fait, un mal pour un bien, ce qui permet de s'évader du processus éditorial classique. Et donc peut-être que ça en fera jamais un album, mais la vérité actuelle, c'est que je préfère m'amuser que de faire des albums. Et pour le moment, enfin, j'aimerais bien que ça fasse un album, je vais pas mentir, mais priorité au quotidien, quoi, actuel. Très et bien. Pour le moment, ça marche, donc cool. Y a-t-il des questions ? Y avait-il des commentaires sur des questions ? Quelles sont vos questions suite à cette présentation du travail de Loïc, passé, présent, futur ? On peut revenir également sur cet atelier mené durant ce printemps. Sur les voix, est-ce qu'elles étaient bien faites ? Ouais, vous pouvez poser vos questions avec des voix bizarres ou vous faire doubler par votre voisine ou votre voisin, si vous voulez. Non, bien, nous allons arrêter là. Nous vous remercions beaucoup. Donc, l'Américain aux éditions Sarbacane, que l'on peut retrouver à la librairie ici, il me semble, et Mausolée Fruits Rouges, ainsi que Les Aventures de Gros-Jacques, car Gros-Jacques continue à avoir des aventures, on n'a pas eu le temps d'en parler. C'est quand même, Loïc, c'est quand même, ce qui est fabuleux, et c'est ça, cet art de l'hésitation, c'est quand même, tu es parti pendant 6 mois aux États-Unis et tu racontes quand même avec Gros-Jacques l'histoire d'un type qui est complètement tétanisé par l'idée d'avoir perdu les clés de sa maison et qui par l'idée d'avoir cassé son téléphone en le balançant par mégarde par la fenêtre. Il y a quelque chose de comment dire, un énorme paradoxe, un grand écart typique de tes personnages entre la capacité d'aventure et puis d'être rattrapé par des petites tracassées du quotidien. Ouais, je pense que c'est un paradoxe qu'il y a chez moi et chez beaucoup de monde peut-être aussi. Ouais. Pas du tout. Merci beaucoup Blandine, merci beaucoup Loïc. Merci. Merci. Merci à vous.